Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Prototype 101, je vous présente le prototype du jeu Mapping the World. C'est un jeu qui sera bientôt sur Kickstarter et qui sera édité en 2023 par Paper Plane Games. On voudrait d'ailleurs les remercier de sponsoriser cette vidéo d'eau et règles pour leur campagne Kickstarter. C'est un jeu des auteurs québécois Amanda Vallerand et Louis Cédillo qui se joue de 1 à 5 joueurs et dont les parties vont durer entre 60 à 90 minutes. Le but du jeu sera de marquer le plus de points pour devenir le cartographe le plus prestigieux du monde. C'est un jeu de gestion de main de cartes avec du recrutement de cartes. On va aussi avoir une gestion du fait que les cartes sont multi-usages. On peut les utiliser pour la valeur numérique ou on peut les utiliser pour leur action selon leur couleur. On a aussi un peu de progression. On peut améliorer notre plateau personnel pour augmenter l'efficacité de nos actions. Et on va aussi se promener sur une carte avec un bateau pour explorer des nouveaux territoires et on va dépenser nos cartes pour pouvoir cartographier les territoires pour accomplir des objectifs et ainsi marquer des points. Alors, Mapping the World, je vous montre comment on joue et ensuite je vous donne quelques informations sur la campagne Kickstarter. Premièrement, je tiens à spécifier que j'ai une version prototype du jeu entre les mains, donc il se peut que la qualité des composantes ainsi que les visuels changent d'ici la version finale du jeu. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va aller placer le plateau principal au milieu de la table. Le plateau principal représente la carte du monde qui est séparée en 21 territoires qui sont numérotés de 1 à 21. On va mélanger les cartes découvertes et on va en placer une au hasard face cachée sur chaque territoire du plateau principal. Sauf les territoires numérotés 3, 4, 5, 10, 11, 12 qui n'auront pas de carte découverte. On va se faire une réserve avec les jetons de faveur et une avec les jetons de réputation. On va placer les tuiles compétences sur les emplacements respectifs du plateau principal qui correspondent aux mêmes icônes que les tuiles. Et on va faire la même chose avec les tuiles faveur. On va les placer de l'autre côté sur les emplacements respectifs qui ont les mêmes icônes. On va mélanger les cartes ressources et on va les placer à côté du plateau principal pour former une pioche. On va ensuite former le marché initial au début de la partie avec des cartes ressources. On va aller placer 8 cartes ressources dans le marché de façon à former 4 piles de 2 cartes. On va placer les cartes les unes par-dessus les autres de façon à laisser les chiffres qui sont dans le haut des cartes visibles à tous les joueurs. On va placer la carte Mercator à côté du plateau principal sur le bon côté qui correspond au nombre de joueurs. Donc ici, c'est pour les parties de 1 à 4 joueurs. On va aussi placer à côté de celle-ci l'objectif autour du monde qui va être utilisé dans toutes les parties, qu'on va lui aussi placer sur la face qui correspond au nombre de joueurs. On va ensuite consulter le livret d'instructions pour connaître le nombre d'objectifs de chaque catégorie qu'on va inclure dans la partie. Pour une partie à 3 joueurs, on va utiliser 2 objectifs Est, un objectif Centre, 2 objectifs Ouest et 2 objectifs de colonie. Toutes les autres cartes objectifs seront remises dans la boîte de jeu et on peut ensuite révéler les objectifs face visible. Ce seront les objectifs qu'on va utiliser pour notre partie que les joueurs vont tenter d'accomplir au fur et à mesure de la partie pour pouvoir marquer des points. Chaque joueur va se choisir une couleur et va recevoir son plateau joueur à sa couleur ainsi que son matériel de jeu. On va avoir chacun un jeton bateau de notre couleur. On va avoir des marqueurs de notre couleur. On va avoir 8 tuiles amélioration qu'on pourra placer dans les emplacements autour de notre plateau personnel. Et on va avoir 21 jetons de cartes qu'on va placer face cachée sur la partie centrale de notre plateau personnel. Chaque joueur va piocher 2 cartes ressources qui vont constituer sa main de départ. Les joueurs vont aller placer un de leurs marqueurs de couleur sur la case 5 de la piste de score du plateau principal.
Ils vont ensuite retirer le jeton de carte qui est au centre complètement de leur plateau personnel. On va le retourner sur notre couleur et on va aller le placer en compagnie de notre pion bateau sur le territoire numéro 11 du plateau principal. Donc tous les joueurs vont commencer la partie à cet emplacement en plus d'avoir leur jeton de carte qui est déjà placé. Et finalement, on va déterminer un premier joueur. C'est le dernier joueur qui a lu une carte géographique qui sera désigné premier joueur. Dans une partie à 3 joueurs, celui qui est troisième va recevoir une compensation d'un jeton réputation. Une partie de Mapping the World se joue à tour de rôle. À son tour, un joueur devra soit aller piocher des cartes dans le marché pour son tour de jeu, ou bien il peut exécuter jusqu'à 2 actions différentes. Pour effectuer des actions, les joueurs devront dépenser des cartes ressources qu'ils ont dans leurs mains. Ils pourront faire l'action de cartographie, ce qui leur permettra d'aller placer les jetons de cartes qu'ils ont sur leur plateau personnel sur les territoires qui sont explorés de la carte principale. Ils pourront déplacer leur pion de bateau sur les différents territoires pour aller explorer les territoires inconnus qui ont des cartes exploration qui pourront leur donner des bonus lorsqu'ils vont atteindre ces nouveaux territoires et ils vont aussi les rendre disponibles à être cartographiés par tous les joueurs lorsqu'ils sont découverts. Les joueurs pourront aussi améliorer leurs actions en achetant les tuiles d'amélioration qu'ils pourront placer autour de leur plateau personnel pour se donner différents pouvoirs passifs pour le reste de la partie. Ils pourront aussi s'acheter des jetons de faveur qui vont donner des bonus lorsqu'ils vont les utiliser, ou bien ils pourront acheter des ressources, c'est-à-dire aller piocher des cartes dans le marché pour les placer dans leurs mains. Les joueurs vont tenter de faire ces actions et de marquer des points en essayant de placer le plus de jetons de cartes sur le plateau principal dans le but d'accomplir les cartes objectifs le plus vite possible pour marquer des points de victoire. Et on va continuer à jouer des tours de jeu jusqu'à temps qu'on déclenche la fin de la partie. Dans une partie à 3 joueurs, c'est lorsqu'un joueur va avoir accompli 5 objectifs sur ceux qui sont disponibles dans la partie, ça va déclencher la fin. Il va gagner le bonus de la carte Mercator, qui est un bonus de points, et ensuite tous les autres joueurs auront un dernier tour de jeu avant de passer au décompte final des points. Le joueur qui aura marqué le plus de points sera déclaré vainqueur. À son tour de jeu, un joueur a le choix entre 2 options. La première option est d'aller piocher des cartes dans le marché pour les ajouter dans sa main, alors que la deuxième option est de faire 2 actions différentes en dépensant des cartes ressources de sa main. Regardons d'abord la première option qui est d'aller recruter des cartes dans le marché. Lorsqu'un joueur choisit cette option pour son tour de jeu, il va aller sélectionner une des 4 colonnes du marché et il va prendre toutes les cartes de cette colonne et les ajouter dans sa main. Les joueurs ont un maximum de 10 cartes qu'ils peuvent avoir dans leurs mains et ils ne peuvent jamais dépasser ce maximum. Donc si j'ai déjà 10 cartes en main, je ne pourrais pas faire l'option d'aller piocher des cartes au marché. Durant la partie, dès qu'un joueur fait un effet de jeu qui permet d'aller piocher des cartes dans le marché, on va toujours le remplir. Lorsqu'on remplit le marché, on va aller piocher des cartes de la pioche et on va placer une carte dans chacune des 4 colonnes du marché, peu importe le nombre de cartes qu'il y a dans chacune des colonnes. Si jamais on doit remplir le marché et que la pioche de cartes ressources est vide, à ce moment-là, on va prendre la défausse et la remélanger pour former une nouvelle pioche. Le joueur suivant pourrait donc décider de sélectionner une colonne avec 3 cartes pour les ajouter à sa main, ce qui ferait son tour de jeu, et on va ensuite remplir le marché en plaçant une carte dans chacune des colonnes, ce qui va faire varier le nombre de cartes ressources dans chacune des colonnes et rendre cette action plus intéressante. Si jamais un joueur ne trouve aucune colonne de cartes intéressante, il peut aussi prendre une deuxième option lorsqu'il vient au marché. C'est tout simplement d'aller sélectionner les 2 premières cartes face cachée de la pioche et de les ajouter à sa main. Si un joueur choisit la deuxième option, c'est-à-dire de faire des actions, il devra dépenser des cartes ressources qui sont dans sa main pour aller effectuer des actions. Il peut faire 2 actions à son tour de jeu et il doit faire 2 actions différentes, mais il peut les faire dans l'ordre de son choix. Comme ces actions ont des coûts à payer avec des cartes ressources, il se peut que j'ai seulement des cartes ressources pour payer une seule action. À ce moment-là, je pourrais passer ma deuxième action. Et si je passe une action à mon tour de jeu, je vais avoir une compensation d'aller piocher la première carte de la pioche de cartes ressources à la fin de mon tour de jeu. Mis à part l'action de passer, il existe 5 autres actions qu'on peut faire en dépensant des cartes ressources. Il y a 4 couleurs de cartes ressources et chacune des couleurs est associée à une action qui est indiquée dans le bas de celle-ci. Et finalement, la 5e action est l'action de cartographier qui, elle, va utiliser plutôt les valeurs numériques qui sont dans le haut d'une carte
ainsi que les couleurs des cartes pour les faire correspondre aux différentes zones du plateau principal. Regardons tout d'abord l'action de cartographier, qui est l'action principale pour nous ramasser des points de victoire, puisqu'elle nous permettra d'aller placer nos jetons de cartes de notre plateau personnel sur les différents territoires du plateau principal, dans le but d'accomplir les objectifs et de marquer des points. Premièrement, je dois choisir quel territoire je veux cartographier. Chaque joueur peut cartographier un territoire seulement une fois. Donc, je ne peux pas cartographier un territoire qui possède déjà un de mes jetons de ma couleur. Je peux seulement cartographier un territoire qui est découvert, c'est-à-dire un territoire qui n'a pas de carte découverte sur celui-ci. Donc, on devra aller enlever ces cartes avant de pouvoir les cartographier. Donc, au début de la partie, j'ai déjà accès à cartographier les territoires 3, 4, 5, 10 ou 12. On pourrait donc choisir le territoire 10 comme cible pour notre action cartographier. On devra ensuite payer son coût à l'aide de nos cartes ressources qui sont dans notre main. Chaque territoire du plateau principal fait partie d'une zone. On a la zone centrale qui est ici, qui est associée à ces trois icônes de couleurs. On a la zone à l'ouest qui est ici, qui est associée à ces trois couleurs. Et on a la zone à l'est qui est associée à ces trois couleurs de cartes. Donc, la première restriction dans le coût des cartes à payer, je dois payer des cartes seulement de ces trois couleurs, puisque c'est un territoire qui est dans la zone centrale. Et je dois obligatoirement utiliser au minimum une carte de chaque couleur. Donc, dans les cartes que je vais payer, je dois avoir au moins une carte rouge, au moins une carte grise et au moins une carte jaune. En plus des restrictions de couleurs, on doit atteindre aussi le seuil pour l'action en additionnant les valeurs des cartes que je vais utiliser pour payer son coût. Le seuil de base d'un territoire est de 7. Si jamais il y a déjà des jetons de cartes de mes adversaires, je devrais augmenter le coût de 1 par jeton carte de mes adversaires. Donc, si les deux l'ont cartographié avant moi, le coût est maintenant de 9. Donc, 7 de base plus 1 pour chaque jeton adverse. De plus, on a un coût qui va augmenter de 2 si jamais on essaie de cartographier un territoire qui n'est pas adjacent à nos autres jetons de cartes. Par contre, ce coût supplémentaire de 2 ne s'applique pas à la première action de cartographie qu'on va faire au début de la partie. Donc, comme c'est un territoire où il n'y a pas d'autres jetons de cartes, je devrais payer un coût de 7 avec les valeurs de mes cartes. Le coût à payer est un seuil minimum, on peut donc dépasser ce seuil avec les valeurs de nos cartes. Si jamais on possède des jetons de réputation, on peut aussi les utiliser pour nous aider à payer le coût d'une action cartographiée. Chaque jeton est considéré comme un joker et ils vont compter comme une carte de valeur 1 de la couleur de notre choix. Donc, je vais payer ma carte rouge de valeur 3, je vais payer une carte grise, je vais prendre ma carte de valeur 2, on est rendu un total de 5, et comme je dois mettre une carte jaune, je vais placer ma carte jaune de valeur 2, ce qui me fait un total de 7 avec mes cartes, ce qui est exactement le coût à payer pour mon action cartographiée. On va donc aller placer ces cartes dans la défausse de cartes ressources. On va ensuite prendre le jeton de carte qui correspond au territoire qu'on veut cartographier et on va aller le placer sur le côté de notre couleur sur le plateau principal. En le plaçant, on va marquer immédiatement 2 points de victoire, donc on va avancer notre jeton sur la piste de score. Si jamais un joueur avait son pion de bateau à l'endroit que je viens de cartographier avec mon action, il va immédiatement gagner 1 point de victoire. Mais ce n'est pas le cas dans cet exemple. Et en plus de ça, si jamais un joueur avait déjà placé son jeton de carte à cet endroit, donc si jamais le joueur bleu était placé avant moi, en plus d'augmenter le coût de mon action de 1, lorsque je vais placer mon jeton dans cet endroit, ça va lui donner automatiquement un jeton de réputation. Et une fois qu'on a terminé notre action cartographiée, on va aller regarder si en plaçant ce nouveau jeton carte, on a réussi à accomplir un des objectifs. Il existe 3 types de cartes objectifs qui sont identifiés par des bandes de couleurs dans le bas des cartes. Pour les objectifs qui sont bleus, on doit simplement avoir placé des jetons de cartes sur tous les territoires qui sont indiqués sur la carte. Donc ici, dès que j'aurai placé mes jetons sur les territoires 2, 9, 10, 17 et 18, le territoire 11, on l'a déjà en partant la partie. Donc si je réussis à en placer sur tous les autres, je vais pouvoir réclamer les points de l'objectif. Je vais aller placer un marqueur de ma couleur sur la plus haute valeur de points. Dans ce cas-ci, ce serait 6 points de victoire.
Il reste un deuxième emplacement, donc un autre joueur pourrait réussir cet objectif, mais il marquerait seulement 4 points. Si jamais tous les emplacements sont déjà occupés par des marqueurs de couleur des joueurs, à ce moment-là, personne d'autre ne peut réussir cet objectif et marquer des points avec. Pour les cartes vertes, on doit placer des jetons de cartes sur les territoires qui sont indiqués par l'objectif. Donc ici, ce sont les territoires 9, 18 et 20. Et on voit aussi qu'il y a des flèches, ce qui représente des chemins qu'on doit avoir pour se rendre à ces territoires et les relier entre eux. On doit donc construire un chemin adjacent, orthogonal, avec des jetons de cartes pour pouvoir relier tous ces territoires ensemble. Donc si on a un chemin et qu'on a tous ces territoires, on pourra aller réclamer 5 points pour cet objectif et 3 points pour le deuxième joueur qui va réussir à l'accomplir. Et finalement, pour la carte jaune, qui est l'objectif autour du monde, on doit relier les deux extrémités de la carte du monde. Donc, on doit relier les territoires 1, 8 ou 15 avec les territoires 7, 14 ou 21. Et on doit les relier en faisant un chemin avec des jetons de cartes qui sont adjacents orthogonalement pour pouvoir aller réclamer cet objectif. Le premier joueur à le réclamer va faire 6 points, le deuxième 4 points et le troisième 2 points. La deuxième action possible est l'action de déplacer son bateau. Pour faire cette action, on doit jouer des cartes ressources de bateau, c'est-à-dire des cartes bleues, et on va utiliser la partie qui est dans le bas de la carte pour pouvoir faire notre action de déplacer son bateau. Les cartes bateau vont nous donner une valeur entre 1 point de déplacement jusqu'à 3 points de déplacement. Donc si par exemple j'avais la carte qui est là et je décide de la jouer pour faire mon action, je vais pouvoir me déplacer jusqu'à 3 cases de façon orthogonale sur le plateau principal. On ne peut pas se déplacer en diagonale. Je commence donc mon déplacement, je vais me déplacer d'une case ici, je vais me déplacer d'une deuxième case ici, et on voit que j'arrive sur une carte découverte. À ce moment-là, on va découvrir un nouveau territoire. On va donc perdre tous les points de mouvement qui restent de notre action. Donc, je n'aurai pas mon troisième point de mouvement à ce moment-là. Je vais ensuite retourner la carte découverte et je vais aller la lire. Donc, sur la carte découverte, on aura un petit texte à lire pour la saveur et ensuite, on aura un choix à faire entre les options qui sont offertes par la carte. Le joueur n'est pas obligé de choisir une des deux options. Il peut décider de ne faire aucune des deux options offertes. Sinon, il va choisir une des deux et il va la faire. Dans ce cas-ci, par exemple, on pourrait piocher les deux premières cartes ressources de la pioche ou on pourrait payer un point de victoire pour aller gagner un jeton de faveur de pirate. Donc, mon joueur ici pourrait décider d'aller piocher des cartes tout simplement. Et on va ensuite aller défausser cette carte. On peut la retirer de la partie. Et maintenant, comme le territoire numéro 9 n'a plus de cartes découvertes, il est maintenant disponible pour être cartographié par tous les joueurs. Comme la Terre est ronde, on peut passer de l'extrême est à l'extrême ouest et vice-versa. Donc, le territoire 1 est considéré comme étant adjacent au territoire 7 de l'autre côté. Le territoire 8 est considéré comme étant adjacent au territoire 14. Et le territoire 15 est considéré comme étant adjacent au territoire 21. La troisième action est d'acheter des cartes ressources et pour faire cette action, on devra jouer une carte ressource d'or qui sont les cartes jaunes. Il y a 3 icônes différents qu'on peut retrouver sur ces cartes qui vont nous donner différentes options pour piocher des cartes dans le marché. Pour la première carte, on a seulement accès à une option, c'est-à-dire qu'on doit piocher les 2 premières cartes de la pioche de cartes ressources tout simplement. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on déclenche un effet de piocher des cartes dans le marché, on doit aussi remplir le marché. Donc en jouant cette carte, je vais aller piocher 2 cartes de la pioche et ensuite on va aller remplir le marché, c'est-à-dire qu'on va ajouter une carte dans chacune des 4 colonnes du marché. Pour le deuxième icône, on a 2 options pour aller chercher 2 cartes. On peut soit les prendre sur le dessus de la pioche ou on peut aller prendre 2 cartes sur le dessus de 2 piles différentes dans le marché. On peut aussi prendre une carte dans les 2 options, c'est-à-dire aller prendre une carte de la pioche et aller prendre une carte sur le dessus d'une des piles du marché. Dès qu'on va avoir pioché nos cartes, on va aussi remplir le marché avec une carte dans chacune des piles. Et finalement, le troisième icône, on va avoir 2 cartes qu'on va pouvoir piocher et on peut les prendre soit de la pioche ou soit de n'importe quelle pile marché. Je pourrais prendre 2 cartes dans la même pile ou je pourrais prendre une carte dans 2 piles différentes ou une carte dans le marché, une carte dans la pioche. Donc, j'ai toutes les options ouvertes pour aller chercher ces 2 cartes. Et quand je vais les avoir piochées, on va aussi remplir le marché en ajoutant une carte dans chacune des piles.
La quatrième action est de recevoir une faveur. Pour faire cette action, on devra jouer des cartes influence qui sont les cartes rouges. Il y a 3 types de cartes influence et on va avoir accès à certaines tuiles selon les positions qui sont illuminées sur les cartes dans le bas de celle-ci. Donc la carte numéro 1 me donne accès aux tuiles 1, 2, 3, la carte numéro 2 aux tuiles 2, 3 et la carte numéro 3 seulement à la tuile 3, ce qui correspond aux emplacements des tuiles faveurs sur le plateau principal. On n'aura jamais accès à la tuile qui est dans l'emplacement du X. Donc, si par exemple mon joueur a joué la carte 1, il peut sélectionner n'importe quelle des faveurs qui est en position 1, 2 ou 3 sur la piste. Je décide de prendre la subvention royale. Je vais donc aller me chercher un jeton de subvention royale que je vais placer dans ma zone de jeu. Ensuite, on va déplacer la tuile qu'on vient de choisir sur l'emplacement du X et on va ensuite décaler toutes les tuiles vers la droite pour pouvoir remplir les espaces libres. Donc, cette tuile ne sera pas disponible au prochain joueur qui va faire l'action d'obtenir une faveur. Les joueurs peuvent avoir un maximum de 1 jeton de chaque type de faveur dans leur zone de jeu et ce sont des jetons qui vont leur donner des effets bonus qu'ils pourront utiliser n'importe quand dans leur tour de jeu. Pour la subvention royale, on va choisir un type de carte dans le marché, donc une couleur de carte, et on va aller prendre toutes les cartes de ce type et les ajouter à notre main. Pour l'action du voyageur, on va reprendre toutes les cartes ressources qu'on a dépensées pour payer les coûts de nos actions dans ce tour de jeu. Pour l'action de l'aide des locaux, on peut considérer toutes les cartes comme étant de la couleur de notre choix pour pouvoir soit faire l'action de cartographier ou bien faire les actions qui sont dans le bas des cartes, mais les valeurs des cartes ne changeront pas. Et pour la faveur des pirates, donc les joueurs adverses vont chacun choisir une carte dans leurs mains de leur choix, vont la révéler et le joueur qui a utilisé son jeton faveur peut décider de prendre ces cartes et les ajouter à sa main ou il peut décider de les faire défausser à ses joueurs tout simplement. De plus, dans une partie à 3 joueurs, on va aussi aller piocher la carte du dessus de n'importe quelle pile dans le marché. Et finalement, la 5e action est l'action d'améliorer une compétence et on devra utiliser des cartes ressources de connaissances pour pouvoir faire cette action, qui sont les cartes grises. Il y a 4 types d'améliorations qu'on peut faire sur notre plateau personnel, ce qui va nous permettre d'aller placer les tuiles amélioration qui vont améliorer nos actions pendant le reste de la partie. Un peu comme l'action d'obtenir des faveurs, les cartes connaissances vont nous donner accès à certaines compétences à améliorer selon ce qui est disponible sur les 3 emplacements de la piste où il y a les tuiles compétences du plateau principal. Donc la carte 1 me donne accès aux emplacements 1, 2, 3, la carte 2 aux emplacements 2 et 3 seulement, et la carte 3 me donne seulement accès à l'emplacement numéro 3. Disons que mon joueur a joué une carte 1, il peut donc choisir n'importe quelle de ces 3 améliorations. On ne peut jamais choisir celle qui est dans l'emplacement où il y a le X. Disons qu'avec ma carte, je choisis l'amélioration numéro 3 qui est présentement la tuile administration. On va prendre cette tuile, on va aller faire notre amélioration d'administration et ensuite on va la déplacer dans la case où il y a le X et on va décaler toutes les autres tuiles d'une case vers la droite. Donc c'est maintenant celle-là qui ne sera pas disponible au prochain joueur qui va effectuer l'action d'amélioration. Il devra choisir entre une des 3 autres tuiles selon la carte qu'il va avoir jouée. Lorsqu'on va faire l'action d'amélioration la première fois sur une des actions en particulier, on va aller gagner la tuile d'amélioration numéro 1 et on va la placer sur notre plateau personnel dans l'emplacement indiqué. Donc comme je viens de faire l'amélioration de l'action administration, je vais donc aller prendre la tuile et je vais aller la placer dans cet emplacement, ce qui va faire que maintenant ma limite de cartes en main ne sera pas 10, mais plutôt va passer à 15 cartes. Si plus tard dans la partie, je refais l'action d'amélioration et que je choisis encore d'améliorer l'administration, à ce moment-là, je vais retirer la tuile numéro 1 et je vais aller prendre la tuile numéro 2. La tuile numéro 2 possède 2 pouvoirs différents. Je vais donc choisir le côté que je veux utiliser et je vais toujours conserver l'effet de la tuile numéro 1 qui sera indiqué dans le bas de celle-ci. Pour la tuile d'amélioration de l'administration, si je la place de ce côté-là, je vais avoir maintenant le choix de faire 3 actions différentes à mon tour de jeu au lieu de 2 et j'ai encore ma limite de 15 cartes. Si je décide de la placer de l'autre côté, j'ai toujours ma limite de 15 cartes et cette fois-ci, ce que ça me donne, c'est le coût de base pour cartographier sera maintenant de 5 au lieu de 7 qui est normalement. De plus, quand on place une tuile d'amélioration numéro 2, on va aussi gagner 3 points de victoire immédiatement.
Si je décide de refaire l'amélioration de l'administration une troisième fois dans la partie, cela me permet seulement de retourner la tuile niveau 2 de l'autre côté pour changer le pouvoir qui sera actif. Mais on ne rescorera pas 3 points de victoire si on fait ça. Et si je le refais une quatrième fois, je peux la retourner de l'autre côté et ainsi de suite. Pour l'amélioration de réputation, si on achète la tuile niveau 1, lorsqu'on va cartographier, on va gagner 3 points de victoire au lieu de 2. Et si on va chercher la tuile réputation niveau 2, on va conserver le pouvoir niveau 1 et on a le choix entre deux pouvoirs niveau 2. Pour celui-ci, on va marquer 2 points de victoire de plus à chaque fois qu'on va accomplir un objectif. Et de l'autre côté, on va pouvoir, une fois par tour, dépenser une carte ressource de notre choix, de notre main, pour pouvoir se prendre un jeton de réputation. Pour l'action de navigation, pour la tuile niveau 1, si jamais on va cartographier l'endroit où se trouve ton bateau, en plus de marquer un point, tu vas aussi recevoir un jeton de réputation. Et pour la tuile de navigation niveau 2, on va toujours conserver le pouvoir niveau 1 qui est indiqué dans le bas. De ce côté, on va considérer le territoire où se trouve notre bateau comme un territoire qui est cartographié par nous pour pouvoir accomplir des objectifs. Et si on se déplace, on ne perdra pas les objectifs qu'on a accomplis à ce moment-là. Et de l'autre côté, si jamais un territoire qui est adjacent où il y a notre bateau est cartographié par n'importe quel joueur, on peut se déplacer sur cette case immédiatement. Et finalement, pour l'amélioration de flexibilité, ça va nous donner un peu plus d'options avec l'utilisation de nos cartes ressources. Pour la tuile flexibilité niveau 1, on va avoir une troisième option quand on va recruter des cartes au marché. On peut prendre 3 cartes n'importe où dans les piles de marché. Et pour la tuile de flexibilité 2, on peut utiliser nos jetons de faveur pour faire les actions des cartes comme s'il avait une force de 1. Et de l'autre côté, on peut utiliser dans le fond les cartes de valeur 2. Lorsqu'on va cartographier avec elles, vont être de valeur 3. Mais lorsqu'on va utiliser pour les pouvoirs des cartes, elles seront de valeur 1. Et on va continuer à enchaîner des tours de jeu. Les joueurs vont choisir entre aller piocher des cartes au marché ou effectuer 2 actions différentes à leur tour en dépensant des cartes ressources. Les joueurs vont avancer dans la partie et vont éventuellement réclamer des cartes objectifs et marquer les points de ceux-ci. La partie va se continuer jusqu'à temps qu'un joueur ait réclamé un total de 5 objectifs, ce qui va déclencher la fin de la partie. Ce joueur va se mériter le bonus de la carte Mercator. Il va donc marquer ici, dans une partie à 3 joueurs, 3 points de victoire. Ensuite, tous les autres joueurs pourront jouer un dernier tour de jeu avant de passer au décompte final des points. Les joueurs font la très grande majorité de leurs points pendant la partie en cartographiant et en accomplissant les cartes objectifs. Et à la fin de la partie, ils vont cumuler le nombre de jetons de réputation et de jetons faveur restants. Et pour chaque 2 jetons, ils vont marquer un point de victoire qu'ils vont ajouter à leur score pour faire leur score final. Le joueur qui aura le plus haut score sera alors déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, on va regarder le joueur qui a complété le plus d'objectifs, sinon le joueur qui a cartographié le plus de territoire, sinon le joueur qui a le plus de cartes en main, sinon le joueur qui a accompli la carte Mercator, c'est-à-dire celui qui a déclenché la fin de la partie. Et si ce n'est pas un de ces joueurs, ce sera le joueur le plus près en ordre de tour de jeu de celui qui a déclenché la fin de la partie qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Mapping the World. Je vous reviens avec quelques informations supplémentaires pour la campagne Kickstarter. Et voilà, c'était les règles de Mapping the World, un jeu québécois, donc d'un éditeur québécois, Paper Plane Games, qui en sont à leur 2e jeu. Donc, ils avaient sorti il y a quelques années le jeu Fairy Trail, un jeu de placement de tuiles à 2 joueurs qui était signé par Uwe Rosenberg. Et cette fois-ci, pour leur 2e jeu, on décide d'y aller avec des créateurs d'ici, donc 2 auteurs québécois. On est toujours fiers de pouvoir s'associer à des gens d'ici pour pouvoir les aider dans leur projet, dans leur lancement de campagne Kickstarter. Si c'est un jeu qui vous intéresse, donc si vous avez trouvé que la présentation c'est un jeu qui serait dans vos goûts, on vous invite à aller sur la page Kickstarter du jeu. Donc ça sera lancé le 23 novembre 2022. On va vous placer le lien de la campagne Kickstarter dans la description de la vidéo pour vous aider à trouver la page et aller voir les informations pour les prix, les disponibilités, les langues disponibles et tout ça. Donc ce sera tout présenté dans la campagne Kickstarter.
On a aussi un mode solo que les règles, je les avais pas encore avec moi, donc un mode solo qui va être aussi présenté dans la campagne Kickstarter. Si vous êtes des joueurs solo, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à ce moment-là. Donc tout ça va vous être présenté dans les informations de la page Kickstarter, donc on vous invite à aller voir là-dessus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez le contenu qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.